Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour. Bonjour David. Ah, Jean-Pierre. Ça va. Bon, un petit mot de la Difficile de France. circuler à vélo à Paris, mais bon, c'est pas un scoop. Oui, et Voilà. puis c'est pour la bonne cause. Voilà. Juste un truc, on a le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-de-Galhau, qui parle de ralentissement de l'activité, mais pas de risque de récession en France. Est-ce que vous lui faites confiance ou est-ce qu'il est trop optimiste et est dans son rôle? On est en train de parler d'un faux débat parce que ce soit sur la France ou la zone euro, je reconnais qu'en Allemagne c'est quand même plus mauvais qu'en France, mais parce qu'il y a des problèmes spécifiques en Allemagne. Mais entre plus 0,5 et moins 0,5, est-ce que c'est une vraie question, quoi? Un peu quand même, non? On se balade un petit peu au-dessus de zéro, ça change pas fondamentalement les paramètres, un petit peu, mais c'est marginal. Ce vers quoi on va, effectivement, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire la définition européenne, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB en volume. Ça, je pense que normalement, on l'évite de justesse, mais on l'évite. On sera un petit peu au-dessus des zéro, c'est-à-dire on sera à peu près sur la même tendance qu'on a été sur les derniers trimestres. C'est pas, voilà. Après, il y a des différences entre pays, entre secteurs, mais fondamentalement, moi, j'ai 0,4% de croissance en 2024. Pour la France ou la zone euro? Pour la zone euro, et un petit peu plus pour la France. Mais bon, enfin, franchement, c'est un faux débat, à mon avis. Ouais. Après, Après, de toute façon, si en récession on a, ce serait une récession légère. Voilà, c'est tout. donc on n'est pas plus inquiet que ça pour la zone euro, malgré cette inflation On qui peut a être du mal inquiet, indépendamment du chiffre, on peut être inquiet pour d'autres phénomènes, en particulier pour le marché immobilier, qui, lui, est en récession plus marquée. Ouais, sur les transactions, je veux bien, 25% de baisse des transactions. Sur les prix dans le neuf, on est encore sur du zéro en glissement annuel. Non, mais les prix sont toujours lagués, enfin retardés par rapport aux transactions, par rapport à la construction. Mais de toute façon, à la limite, c'est même pas sur les prix. La question, c'est que l'activité économique dépend du marché immobilier à travers la construction, d'abord la construction neuve, et les transactions qui font vivre beaucoup de gens. C'est ça qui amène aussi beaucoup de recettes fiscales. C'est là où je trouve que, en particulier, le gouvernement français ne répond pas à cette question. Probablement pour des questions de principe que j'ai un petit peu du mal à comprendre, parce que sinon le marché immobilier est un vrai sujet. Et d'ailleurs, le marché immobilier, c'est pas seulement le marché de la vente, c'est le marché locatif qui est complètement bloqué. Qu'est-ce qui cloche dans la position de principe du gouvernement face à l'immobilier au sens large? Je pense, mais je peux me tromper là-dessus parce que j'ai pas tout suivi, mais je pense que le président de la République a une vision un peu dogmatique là-dessus, en considérant que l'immobilier est une rente. Mais en fait, moi j'ai vu des rentes de toute ma vie d'économiste ou d'observateur, j'ai vu des rentes dans toute une série de secteurs. On ne peut pas dire que l'immobilier soit particulièrement un secteur de rente. Il peut y avoir des rentes dans l'immobilier, mais il peut y en avoir aussi dans d'autres secteurs. Puis dans les actions, je connais des actionnaires rentiers, moi je connais des détenteurs d'obligations souveraines rentières. Enfin, ça n'a pas grand sens. Quand on voit le degré de fiscalisation qu'il y a sur l'immobilier d'une manière générale, de réglementation et de contraintes qui se sont accumulées au cours des dernières années, je n'ai pas vraiment le sentiment que ce soit un secteur particulièrement de rente, voilà, en soi. Voilà. Et donc sur l'immobilier. Et en plus, on parle de l'immobilier résidentiel. Mais l'immobilier qui va le plus souffrir, c'est l'immobilier commercial. Ouais. En particulier l'immobilier de bureau, où là, les baisses de prix, ça ne va pas être du... Parce que nous, on a un modèle qui nous permet d'anticiper, en fonction des objectifs de taux qu'on peut avoir, une baisse des prix cumulés de 9,5% en France, un petit peu plus que ce qu'on avait connu en 2008-2009 ou en 2012-2015. Mais rien de dramatique, rien à voir avec... Et sur le résidentiel, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il faut attendre sur l'immobilier résidentiel? C'est ça, c'est sur l'immobilier résidentiel, moins 9,5. Vous attendez une baisse de 10%? Oui, presque 10%. À quel horizon? En pic au creux, probablement fin 2024 ou début 2025. Parce qu'il y a des effets retard entre la hausse des taux d'emprunt d'État et les taux de crédit immobilier de l'ordre de 6 mois. Et ensuite, une fois qu'on a le pic de taux de crédit immobilier, il y a un retard d'environ également 6 mois, ça dépend des périodes, avec les prix immobiliers. Voilà. Bon. C'est pas la catastrophe. Entre 2012 et 2015, les gens ne s'en souviennent pas trop. 10%. Non, moins 7. Oui, enfin un petit 10%. Oui, mais les gens ont toujours l'impression que les prix immobiliers n'arrêtent pas de monter depuis 40 ans. C'est pas tout à fait exact. Il y a eu une baisse des prix entre 80 et 85, il y a eu une baisse des prix entre 91 et 97, entre 2008 et 2009, qui aurait pu être très sévère si le gouvernement n'avait pas pris des mesures, et 2012, 2015. Et en plus, les gens ne regardent que les prix nominaux, ce qui ne veut rien dire.
Parce que c'est des actifs physiques qu'il faut entretenir, qu'il faut rénover, où il faut payer des impôts, du fait même de la détention immobilière, l'IFI, la taxe foncière, etc. Si vous c'est un mauvais placement l'immobilier, vous écoutez? Non, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que les prix réels, les vrais prix, augmentent beaucoup moins que ce qu'on dit généralement. Et d'ailleurs, aussi fou que cela puisse paraître, malgré la hausse des taux, les prix en France ajustés de la capacité d'achat moyenne, c'est-à-dire qui dépend du revenu des gens, qui dépend des taux d'intérêt et qui dépend de la durée des crédits immobiliers, il est beaucoup plus faible qu'en 2007 par exemple. Il n'est pas si élevé que ça malgré la hausse des taux. Donc après, le choc des taux a été si brutal que de toute façon, les transactions doivent baisser et les prix doivent baisser, ça c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que dans une optique de moyen-long terme, l'actif immobilier soit un si mauvais placement ou un actif qui a vocation à voir ses prix baisser. Bon. Alors, après, l'immobilier de résidentiel, les résidences secondaires, c'est des actifs de jouissance. Donc, de plaisir. Moi, je ne les compare pas à des actifs financiers. Voilà. Bon, en cette rentrée, Jean-Pierre Petit, qu'est-ce qui l'inquiète, qu'est-ce qui le rassure dans les inquiétudes Parce que les inquiétudes, on les connaît, c'est la Chine, et voilà, dans quelle mesure ça ralentit fortement ou pas, ce que va faire Pékin pour contrer ça, le pétrole qui repart à la hausse, les hausses de taux qui n'ont pas produit, encore une fois, tous leurs effets, ça, les inquiétudes, on les connaît. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Et puis après, il y a deux bonnes nouvelles qui concernent les États-Unis. C'est la hausse des chiffres de productivité qu'on a au deuxième trimestre, ça s'est constaté, très probablement au troisième trimestre. Alors ça, si ça se confirme dans le temps, c'est assez difficile à appréhender la productivité. Et ça ne se juge pas sur 2 trimestres. Et ça pourrait s'expliquer par le choc de numérisation de l'économie américaine et mondiale à partir de 2020, plus les progrès de l'intelligence artificielle. Ça, ce serait une très très bonne nouvelle, déjà à court terme, parce que ça fait baisser les coûts salariaux unitaires. Parce que c'est ce qui... Enfin, la mauvaise nouvelle des dernières années, c'était les mauvais chiffres de productivité. Et là, aux États-Unis, on aurait 2 bons chiffres de productivité. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le taux de participation des Américains sur le marché du travail est à son plus haut post-Covid, notamment pour les tranches d'âge mûres. Et c'est une bonne nouvelle parce que si le taux de participation monte, alors déjà ça met fin à toutes les thématiques un peu tape à l'œil de la grande démission. La grande démission, c'est fini, enfin, voilà, surtout aux États-Unis. Voilà, donc le taux de participation qui monte, ça permet de faire remonter le taux de chômage, mais pour de bonnes raisons, voilà, et de limiter les coûts salariaux unitaires. Donc, du point de vue de la Banque centrale et du point de vue du cycle, ça peut être la bonne nouvelle. Il ne faut jamais oublier que les cycles de productivité sont jamais bien anticipés. Celui des années 20 n'a jamais été bien anticipé, et celui dans la période plus récente, de 96-2001, qui avait vu, grâce à la révolution Internet pour aller vite, il y avait très peu de gens qui avaient vu ça en 96-97. Je me souviens qu'il y avait une stratégiste célèbre que j'avais rencontrée à New York, stratégiste de Goldman Sachs, qui s'appelait Abby Cohen, qui l'avait vu. Voilà, qui avait vu ça, mais c'était pas une économiste pointue, mais elle avait vu ça à travers les données des boîtes qu'elle suivait, et elle avait eu raison, puisque les données de productivité avaient permis de prolonger le cycle et d'empêcher la hausse de l'inflation, parce que quand la productivité est forte, toutes choses égales par ailleurs, ça limite l'inflation, et préserver les marges des entreprises. Donc on avait eu même une accélération de la croissance excessive en 96-2000. Donc la bonne nouvelle nous vient peut-être tout droit des États-Unis. Elle nous vient des États-Unis. Avec un marché de l'emploi aussi qui montre quelques signes d'essoufflement, mais quand même... 150 000 emplois créés par mois. Ouais. Non, mais il faut lisser un peu. Il faut lisser parce que sur un mois, il s'est révisé. Ça fait 150 000 à peu près sur les 3 derniers mois par mois. On était à 400 000 environ il y a un an, donc vous voyez, il y a quand même une nette amélioration. Enfin, amélioration au sens de limitation des tensions sur le marché du travail, donc de la pression salariale et donc de la politique monétaire. Tout bon pour la politique monétaire. Avec une croissance, encore une fois, on a les chiffres, 2,1% deuxième trimestre aux États-Unis. On aura 3,5% au troisième trimestre, pardon, mais cette récession dont on parle depuis des mois, des années, n'arrive toujours pas. Au contraire, c'est le scénario, c'est même pas un atterrissage en douceur, c'est que... C'est le soft landing. D'ailleurs, dans l'expérience des soft landing, après un tel resserrement monétaire, je ne parle même pas de la guerre d'Ukraine et tout ça, des incertitudes, mais la guerre d'Ukraine, la hausse des taux qui est passée de 0 à 5,50 quand même, en l'espace de 18 mois. Aux États-Unis. Au cours de la Fed. Ouais. C'est un choc monétaire massif. Et je ne parle même pas ce qu'on appelle le quantitative tightening, c'est-à-dire la baisse du bilan de la Banque centrale, puisqu'il y avait un outil quantitatif. Historiquement, en général, on a une récession après un tel choc. Surtout que l'environnement externe n'était pas particulièrement favorable, en particulier l'Ukraine. Voilà. Donc, en général, on va vers une récession.
Et il y a 3 cas dans l'histoire d'après-guerre, on a évité une récession. Dans un tel cas de figure, c'est 64-66, grâce entre guillemets, à la guerre du Vietnam dans la deuxième partie des années 60. La deuxième chose, c'était le resserrement monétaire de 83-84. Il y a eu le grand contre-choc pétrolier de 85-86 et la reprise de la demande dans le monde. Qui a aidé donc le contre-choc. Qui a aidé, voilà, et a prolongé le cycle jusqu'en 90, jusqu'à la guerre du Golfe. Et plus près de nous, et c'est important, c'est le resserrement monétaire de 94 qui avait été extrêmement puissant, 94-95. Qui avait dégénéré en krach obligataire. Krach obligataire, mais les gens pensaient qu'il y avait une possible récession. Et en fait, non seulement il n'y a pas eu de récession, mais il y a même eu réaccélération, grâce notamment aux gains de productivité qu'on mentionnait tout à l'heure. Donc la Fed est en train de réussir son pari. Oui. Non, mais c'était pas gagné. Oui, c'était pas gagné. Non, mais si, elle a réussi son pari. Oui, mais il y a 1 an et demi, on n'aurait peut-être pas dit ça. Hein. Ah bah, il y a 1 an et demi, on était au démarrage d'un choc. Oui. Elle était face à un choc d'offres, un double choc d'offres extrêmement puissant, qu'on n'avait pas vu depuis trop longtemps. Et donc, oui, elle a réussi son pari. Elle a réussi aussi grâce à Joe Biden, hein, qui pour le coup a remis l'argent dans la machine. Dans l'ensemble, la gouvernance américaine, par rapport à ces chocs, a été bonne, bien sûr. Donc la bonne nouvelle nous viendrait tout droit des États-Unis. Donc on met de côté maintenant les risques, le pétrole à $90, la Chine qui freine fort, l'Allemagne qui est en récession. Il y a l'Inde aussi, alors les gens s'y intéressent moins, mais l'Inde est quand même la 5e puissance mondiale et elle va devenir d'ici 10 ans la 3e puissance mondiale. Elle va réussir encore un chiffre de croissance de 6,5% cette année. Donc elle dépasse la Chine maintenant. Elle le dépasse en population, mais elle le dépasse en rythme de croissance. Il y a eu beaucoup de réformes structurelles prises par Narendra Modi sur ses 2 mandats. Il va se représenter l'année prochaine. Et je pense qu'il y a de bonnes chances d'être élu. Alors, tout n'est pas parfait en Inde. Il y a beaucoup de choses à dire sur les infrastructures, sur l'éducation primaire, etc. Enfin, sur la corruption, enfin, sur le morcellement administratif de l'Inde qui est compliqué. Mais il y a eu des améliorations. Et il est probable que la croissance potentielle ait progressé en Inde. Et c'est très important non seulement pour le cycle là, de 2024, mais c'est très important pour les décennies à venir. Moi, je m'en souviens, j'étais étudiant à l'époque, à la fin 78, quand Deng Xiaoping a pris le pouvoir et qu'il a mis en place ses premières réformes. Je me souviens qu'en Europe en particulier, il y avait énormément de scepticisme. Un pays communiste, en général, ça foire toujours. Et d'ailleurs, l'Union soviétique l'avait bien montré. Comment la République populaire de Chine, en étant communiste, pourrait réussir une phase de développement tout à fait exceptionnelle qu'elle a réussi et qui a permis à l'économie mondiale, des gains, pas seulement les 800 millions de Chinois qui ont été extirpés de la grande pauvreté, je parle de l'économie mondiale, la baisse des prix des produits manufacturés qui ont donné des gains de pouvoir d'achat. Donc on a été dans l'ensemble, plutôt gagnant à l'émergence de la Chine. Et, ça, c'est fini ça. Oui, c'est fini. Maintenant, la croissance, compte tenu du vieillissement, des chiffres de productivité, des excès de capacité, des problèmes de l'immobilier, et puis de la gouvernance qui n'est pas terrible. La croissance, au mieux, pour les prochaines années, c'est 4,5. Donc ça, c'est fini, oui, effectivement. Fallait dire c'est fini, en même temps 4,5, c'est pas dramatique non plus. Hein. Non, c'est pas dramatique. Si on y arrive d'ailleurs, parce qu'il y a quand même quelques challenges là-dessus. Mais qui peut prendre le relais, si ce n'est... le relais, du point de vue de la contribution à la croissance mondiale, si ce n'est l'Inde. Et ça, c'est une question sur laquelle on devrait tous s'interroger. Et le consommateur américain, c'est pas lui. Le consommateur américain, en dernier ressort, qui restera toujours, si la Chine ralentit, peut-être avec l'Inde aussi, le driver et le... Le consommateur américain, c'est 29% de la consommation mondiale en dollars. Donc, il n'y a pas photo. C'est lui, effectivement, qui fait le cycle. Mais si on veut tracer des perspectives à moyen et long terme, je crois qu'il est très important de s'intéresser à l'Inde. Bon, en cette rentrée, les marchés boursiers semblent prudents. Au vu de tout ce qu'on vient de se dire là, est-ce que c'est normal ou pas ? Oui, absolument. Moi, j'avais une position de légère sous-pondération avant l'été, et le marché américain n'a pratiquement rien fait, et le marché européen a un peu baissé. Le marché américain surperforme. C'est normal. Pourquoi ? Parce que la valorisation... Sur la rentrée, qu'est-ce qu'on fait là ? Je veux dire, c'est quoi les positions à prendre ? Pour moi, il n'y a pas de changement, une légère sous-pondération. Il faut faire des bons choix au sein des actions, c'est tout. Mais sur le directionnel, il n'y a pas grand-chose à attendre. Il peut un peu progresser, mais compte tenu du risque-prix, ça ne vaut pas vraiment le coup d'être très agressif. Parce que la valorisation absolue est au-dessus de la moyenne aux États-Unis, et c'est le marché américain qui compte. La prime de risque est beaucoup moins intéressante avec la montée des taux. Ouais. Le positionnement des investisseurs américains, les hedge funds en particulier, sont assez agressifs sur les actions, donc il faut quand même se méfier. Le sentiment de marché est assez optimiste, il faut le savoir, de la part des investisseurs. Et sur les perspectives de bénéficiaires, je trouve que les analystes sont un petit peu optimistes sur 2024. Donc au total, moi j'ai plutôt tendance à délivrer un message prudent. Mais on peut gagner de l'argent
On peut gagner de l'argent sur le marché action global en faisant de bons choix pays, de bons choix de style d'investissement, de secteur, de taille, d'entreprise, voilà. Est-ce que les investisseurs sont en train de comprendre et de réaliser que les taux d'intérêt vont rester comme très longtemps, je ne sais pas comment le quantifier, à des niveaux élevés? Et donc, c'est peut-être pas une Oui, ils l'ont réalisé cet été, je pense. Et c'est pour ça que les taux longs sont restés élevés. Parce que ce qui a fait monter les taux longs cet été, c'est pas tellement les anticipations de pic de taux directeur qui n'ont pas changé, c'est pas tellement les anticipations d'inflation. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? C'est le taux d'intérêt réel qui a monté, c'est-à-dire la partie purement réelle du taux d'intérêt. Ça veut dire quoi, la partie réelle du taux d'intérêt? C'est quand on déflate le taux d'intérêt nominal des anticipations d'inflation. Il ne faut jamais oublier que dans la théorie économique, dans le taux nominal, il y a une partie purement nominale, non réelle, qui dépend des anticipations d'inflation, de ceci, de cela, et la partie réelle, qui dépend de deux choses. Et ça, c'est important. Pour Wigzell, l'économie suédoise du début du XXe siècle, c'est la croissance réelle potentielle. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, il est possible qu'il y ait des gens qui révisent à la hausse la croissance potentielle américaine. D'ailleurs, on l'a vu, au moins au niveau du court terme, c'est qu'il y a eu des révisions à la hausse de la croissance de cette année et l'année prochaine aux États-Unis. Et la deuxième chose aussi, qui là est plus négative, c'est pour Fisher, le taux réel, c'est la résultante de l'équilibre épargne-investissement dans le monde. Et ce qui est problématique aujourd'hui, comme au début des années 90, quand on parlait de pénurie d'épargne mondiale, que les taux réels montaient, c'est qu'il y a beaucoup de besoins d'investissement dans le monde, dans le numérique, alors dans la transition énergétique, voilà, dans la transition vers l'économie de guerre aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est triste, mais c'est comme ça, enfin, les dépenses de défense, pour dire les choses clairement, et que les taux d'épargne n'évoluent pas très favorablement, et de la part de l'actif qui est le réceptacle principal de l'épargne mondiale, qui est le marché des treasuries, il n'y a plus beaucoup de gens qui veulent venir, en particulier les gros épargnants historiques, que sont la Chine, la Russie, les pays du Golfe, qui eux ont compris, contrairement à Poutine, qu'il faut diversifier son économie parce que le fossile, dans 30 ans, c'est fini. Eux, ils diversifient. Même un pays qui est mal gouverné, comme le Nigeria, diversifie un petit peu son économie. L'Arabie Saoudite. Donc tout ça plaide pour les taux à long terme plus élevés. Voilà, c'est ça. Voilà, ils placent moins leur argent vers les États-Unis. Et en plus, ils se méfient un peu sur le plan géopolitique des États-Unis, qui a pris des sanctions contre la Russie, donc on se dit pourquoi pas moi, etc. Donc, ils se méfient un peu, et donc il y a moins de placements des grands investisseurs étrangers vers les treasuries américains. Donc au total, le taux réel peut-être monte à cause de ce déséquilibre épargne-investissement. C'est très difficile à démontrer. Défavorable au marché action. Alors, pour la partie croissance potentielle, non, c'est favorable, mais pour la partie équilibre épargne-investissement, oui, absolument, c'est défavorable. Jeudi, on finit là-dessus, hein, Jean-Pierre, il y a la BCE qui se réunit. Alors, pour le coup, c'est rare, mais là, il y a vraiment des investisseurs qui sont très, très partagés. Il y a deux camps, entre pause et nouveau resserrement. Vous êtes dans quel camp, vous? Je suis dans le camp qu'elle va augmenter plutôt en octobre, mais je peux peut-être me tromper là-dessus parce que je n'ai pas regardé dernièrement très précisément toutes les données et toutes les déclarations. Mais je pense qu'il y en a encore une, puis c'est fini. Oui. Septembre ou octobre? Oui, plutôt octobre, mais bon, voilà, ça ne change pas grand-chose. Le taux pic sera à 4%. Il restera combien de temps à 4%? Il ne remontera pas après, parce que là, vu la conjoncture européenne, puis même vu les perspectives d'inflation, puisque ça va continuer de baisser, eh bien, il restera environ un petit peu, avec mes prévisions de croissance, un petit peu moins d'un an. À 4%. Ah oui, il faut attendre. C'est pour ça que... Et l'inflation à 2? C'est pour 2025. L'inflation à 2, c'est plutôt pour été-automne, proche de 2, hein. Été-automne 2024. 2024? Oui, 2024, oui. Ah, donc vous y croyez? Il y a plein de gens qui en doutent, hein, qui disent qu'on ne sera pas... Même je crois que même la BCE nous parle de 2025. Les prévisions de la BCE, c'est pas... Voilà. Donc, non, mais il faut regarder les choses précisément. Non, mais quand la BCE fait des prévisions, elle le fait pour justifier des choses, quoi, je veux dire. Voilà, donc... moi, je pense qu'on peut atteindre les... Je ne vais pas dire 2,1, 2,2. Oui, non, mais voilà. Plus, quoi. On est, oui, absolument. Après, ça dépend de quelles sont nos hypothèses en termes de croissance, en termes également de prix de l'énergie, de l'inflation sous-jacente. Moi, je pense qu'il va y avoir une décélération assez forte de l'emploi, une détente des salaires, même si elle n'est pas assez rapide. Et de toute façon, aujourd'hui, on est bien en processus de désinflation, hein. On est à 5, là, un petit peu plus de 5. Je rappelle qu'on était loin de 11 en octobre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prévoyaient ça, hein, aussi. Hein, donc voilà. On est aux États-Unis, on est à 3+. À 3+, on était quand même à 9 en juin 2022. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui le prévoyaient. Hein, donc voilà. Moi, je crois à la poursuite de la désinflation. Allez, on en reparlera. Merci de passer nous voir. Jean-Pierre Petit, donc, le président des Cahiers Verts de l'économie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. À bientôt.